Donc, effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats intéressants, je pense, j'espère, sur l'étalonnage de l'échelle des distances des céphéides. Comme l'a dit Antoine Labeyrie, les céphéides sont des étoiles extrêmement importantes encore aujourd'hui pour l'estimation des distances, et notamment des distances assez grandes, jusqu'aux galaxies, disons, à distance de l'ordre de 100 mégaparsecs. Donc ce sont des étoiles qui ont un rôle important dans l'échelle de distance et l'étalonnage, disons, de la relation période-luminosité qui sert à les utiliser, enfin qui permet de les utiliser comme étalon de distance est un point assez important. Donc je vais vous présenter d'abord quelques mots sur qu'est-ce que c'est qu'une céphéide, parce que peut-être que tout le monde n'est pas très familier. Donc une céphéide, c'est un type particulier d'étoile qui a des propriétés tout à fait spécifiques. Donc je reviendrai un petit peu sur ces propriétés. Et puis je dirai un mot aussi de leur importance, disons, comment on peut les utiliser comme outils pour mesurer des distances et où se trouve, disons, la question de l'étalonnage de ces étoiles comme outil de mesure de distance. Alors je parlerai de trois techniques différentes qui permettent d'étalonner l'échelle de distance des céphéides. La première, c'est la méthode dite de parallaxe de la pulsation. Alors c'est une méthode qui est basée sur l'utilisation de l'interférométrie optique pour mesurer la variation de taille angulaire d'une céphéide au cours de sa pulsation, parce qu'on verra que ce sont des étoiles pulsantes. Alors une seconde technique que je présenterai, qui est un peu plus, disons, restreinte d'application, mais intéressante, c'est l'utilisation des échos de lumière de la variation donc, lumineuse de la céphéide RS Puppis, qui est une étoile tout à fait spécifique et particulière, puisqu'elle est entourée de poussière, et on verra les effets intéressants qui se passent dans le nuage de poussière entourant cette étoile. Et puis je parlerai aussi d'une troisième méthode, une troisième technique, qui est d'application très récente, puisqu'on est en train d'étudier cet objet-là. Donc c'est une céphéide qui est membre d'un système binaire, donc il y a deux étoiles en orbite autour de leur centre de gravité commun, dont l'une d'elles est une céphéide, et on peut utiliser un tel système pour estimer la distance de la céphéide de manière extrêmement précise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Je vous parlerai un petit peu d'où on en est actuellement. Alors, les céphéides, de quoi s'agit-il? Alors d'abord, les céphéides, ce sont des étoiles, comme le Soleil, donc ce sont des boules de gaz chaud, tout à fait comme le Soleil. Ce sont des systèmes physiques relativement simples, puisque c'est simplement donc, une boule de gaz chaud qui est en équilibre entre gravitation et pression, la pression étant causée par la température du gaz, la gravitation par la masse du gaz, et les deux s'équilibrent. Et donc, ça fait une boule, comme le Soleil, par exemple. La différence avec le Soleil, c'est qu'une céphéide, c'est une supergéante. Le Soleil, c'est une naine, donc on voit tout de suite la différence rien que dans la terminologie. Donc, la propriété la plus évidente d'une céphéide, c'est sa taille, et la taille d'une céphéide, d'une petite céphéide par rapport au Soleil, c'est à peu près ça. C'est à peu près 40 fois la taille du Soleil, pour une céphéide de faible masse, c'est-à-dire une petite céphéide. Alors, les céphéides les plus massives, elles, peuvent atteindre 200 fois la taille du Soleil, donc une taille vraiment extrêmement grande, c'est-à-dire la taille de l'orbite de la Terre, à peu près. Si on mettait une céphéide à la place du Soleil, une grosse céphéide, elle remplirait le système solaire au moins jusqu'à l'orbite de la Terre. Alors, les céphéides, ce qui les caractérise, c'est que ce sont des étoiles pulsantes. Cette pulsation, elle se matérialise comme une variation donc, de taille de l'étoile en fonction du temps, avec une période qui va de l'ordre de quelques jours à quelques semaines. Donc les plus courtes périodes, c'est de l'ordre de 2-3 jours, et les plus longues périodes, c'est de l'ordre de 1 mois et demi, 2 mois. Donc ce sont des étoiles qui varient cycliquement, qui ont une variation périodique de leur taille. Simplement, elles gonflent et elles se dégonflent avec cette période-là. Et donc, ce sont des étoiles qui ont un cycle de variation à la fois en taille et à la fois en luminosité. C'est-à-dire que leur taille change et aussi la quantité de lumière qu'elles émettent change au cours de ce cycle de variation. Alors, cette pulsation, elle est causée par une variation
dans l'équilibre entre gravitation et pression du gaz. La pression l'emporte quand l'étoile se dilate, l'étoile gonfle, et la gravitation l'emporte quand l'étoile se contracte. Donc c'est vraiment cette variation d'équilibre qui cause la pulsation de l'étoile. Alors j'ai représenté sur une petite animation ce que donnerait une céphéide si on pouvait la voir à peu près en termes de pulsation. Alors vous allez voir sur cette animation, l'étoile change de taille, donc, évidemment, et elle change aussi légèrement de couleur. Alors j'espère qu'on pourra le voir. Si vous voyez, elle gonfle, et puis elle devient légèrement plus orangée, et puis elle se dégonfle, et puis elle redevient plus jaune, et elle regonfle, elle redevient plus orangée, et elle se dégonfle. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de cette variation d'équilibre entre pression et gravitation. L'étoile, quand elle devient plus chaude, c'est-à-dire quand elle devient plus jaune, plus jaune, elle devient plus chaude et elle gonfle. Et puis quand elle arrive à une certaine taille, le gaz se refroidit, elle devient plus orangée et elle se dégonfle. Donc c'est un cycle thermique et mécanique qui fait que l'étoile gonfle et se dégonfle périodiquement. Alors ça, ce petit film-là, ça vous donne aussi une idée de l'amplitude de la variation. C'est à peu près, une céphéide varie d'à peu près 20% de son diamètre. Ça change un petit peu avec la période, mais c'est de l'ordre de 20% de son diamètre. Donc l'étoile a une amplitude qui est relativement importante et assez facile à observer. Alors les propriétés des céphéides, elles varient en fonction de la période de pulsation. Alors déjà, la première chose, c'est que la période de la pulsation de l'étoile, elle est liée à la masse de l'étoile. Alors ça, c'est dû au fait qu'une céphéide, c'est un oscillateur comme un pendule, pourrait l'être, un pendule mécanique tout simple. Plus la masse du pendule est importante, plus la période du pendule va être longue. Si vous mettez une très forte masse avec un fil, la période va être plus lente que si vous mettez une toute petite masse, la période va être plus courte. Donc c'est la même chose pour les céphéides, les plus courtes périodes correspondent aux plus petites masses. Et une céphéide de 5 jours de période, c'est à peu près 6 masses solaires. Une céphéide de 40 jours, c'est à peu près 13 masses solaires. Donc on peut assez facilement avoir une idée de la masse d'une céphéide simplement en regardant sa variation de lumière et en mesurant sa période. On a une idée de sa masse assez précisément. Le rayon, donc comme je le disais, les courtes périodes, c'est à peu près 40 fois la taille du Soleil. Il y en a des un petit peu plus petites, mais bon, c'est l'ordre d'idée. Et pour les longues périodes, c'est à peu près 200 fois la taille du Soleil. Alors, un chiffre intéressant, c'est la densité moyenne de ces étoiles. Simplement, en divisant la masse, donc en masse solaire, par le volume de l'étoile, on obtient une densité d'à peu près 100 grammes par mètre cube pour les courtes périodes et à peu près 2 grammes par mètre cube seulement pour les longues périodes. Alors c'est intéressant de comparer ces chiffres-là avec par exemple le Soleil. Le Soleil, c'est 1 tonne par mètre cube de densité moyenne. Et l'air qu'on respire, l'air de la Terre à pression atmosphérique, c'est à peu près 1,3 kg par mètre cube. Donc une céphéide de 40 jours de période, elle a une densité qui est 650 fois moins importante que l'air qu'on respire. Donc c'est des étoiles qui sont très ténues, qui sont vraiment très ténues. Et c'est aussi ce qui explique qu'elles ont une facilité à osciller avec de grandes amplitudes, parce que finalement, il y a très peu de masse qui est déplacée en termes total lors de la pulsation de ces étoiles. Alors la luminosité, ça c'est une propriété très importante pour l'observabilité de ces étoiles. Ce sont des étoiles très lumineuses, de 1000 à 10 000 fois la luminosité solaire. Il y en a même qui dépassent ce chiffre-là, presque 100 000 luminosités solaires. Donc ce sont des étoiles extrêmement faciles à voir dans des galaxies très lointaines, parce qu'elles sont très brillantes. Vous regardez une galaxie, vous voyez les supergéantes qui ressortent sur le disque de la galaxie par rapport à la masse des étoiles moins brillantes, les naines notamment, et les géantes. Les supergéantes comme les céphéides ressortent extrêmement bien, et c'est pour ça qu'on peut les utiliser très loin pour mesurer des distances. Leur température, donc c'est le même ordre de grandeur que le Soleil, sont des étoiles jaunes qui ont une couleur similaire au Soleil. Et ce sont des étoiles aussi pour lesquelles on peut attribuer un âge assez facilement, parce que la phase pendant laquelle une étoile est une céphéide, c'est une phase particulière de l'évolution de l'étoile, c'est une phase temporaire qui dure assez peu de temps, et cette phase-là, elle arrive à un âge particulier de l'évolution de l'étoile, donc on peut savoir par exemple qu'une céphéide de 5 jours de période, elle a 75 millions d'années d'âge,
Une céphéide de 40 jours de période, elle a 15 millions d'années d'âge à peu près. Donc ce sont des étoiles qu'on arrive assez bien à cerner en termes de propriétés physiques et qui ont un âge assez bien déterminé. Alors le fait qu'elles ont un âge déterminé comme cela, c'est aussi une explication pour leur rareté, hein, parce que les céphéides, ce sont des étoiles qui sont assez rares. Enfin, dans une galaxie, il y a finalement assez peu de céphéides comparé aux autres étoiles. Et ça, c'est dû au fait que la phase, donc, où une étoile de 6 masses solaires, par exemple, est une céphéide, c'est une partie très courte de sa vie, de son existence complète d'étoiles massives, et donc ça rend cette phase relativement difficile à observer statistiquement. Donc voilà un petit panorama des propriétés de ces étoiles-là. Une propriété, disons, particulièrement importante sur laquelle je vais revenir, c'est que vous voyez qu'ici la luminosité absolue de l'étoile et la période sont liées. Hein, donc c'est cette relation entre période de variation et luminosité de l'étoile qui est vraiment le fondement de leur importance comme étalon de distance. C'est-à-dire que le principe général, c'est que si on mesure la période de variation lumineuse d'une céphéide, on connaît sa luminosité absolue, et en observant sa luminosité apparente, on peut en déduire sa distance. Donc c'est pour ça qu'elles sont tout à fait importantes comme étalon de distance. Alors si on revient dans le passé, historiquement, sur la découverte de cette relation période-luminosité, elle a été faite par une astronome américaine donc, qui s'appelle Henrietta Leavitt en 1908. Et cette astronome a regardé un grand nombre d'étoiles variables dans les nuages de Magellan. Alors l'intérêt de regarder des étoiles variables dans des galaxies comme les nuages de Magellan, c'est qu'elles sont à peu près toutes à la même distance, à une petite variation près, hein, elles se situent à la même distance de l'observateur. Donc on peut observer des variations, disons, intrinsèques à l'échantillon qui sont indépendantes de la distance. Par exemple, dans cet article de 1908, donc, Henrietta Leavitt fait une petite remarque sur l'article où elle indique, ici en anglais, donc, qu'il est intéressant de remarquer que dans la table 6, donc c'est une table qui liste toutes les variables de type céphéide qu'elle a observées, les étoiles variables les plus brillantes sont aussi celles qui ont les plus grandes périodes. Donc c'est simplement une petite remarque en passant. Donc elle a fait la liste de toutes les étoiles et elle a remarqué que les plus longues périodes sont les plus brillantes. Et en fait, cette petite phrase qui paraît tout à fait anodine, c'est quand même l'origine de la découverte de l'expansion de l'univers après par Hubble, puisqu'il s'est appuyé explicitement sur les céphéides et cette propriété particulière de ces étoiles. Alors, cette relation période-luminosité, la voilà. C'est une relation donc, qui lie le logarithme de la période de variation à la magnitude de l'étoile. Alors ici, c'est une courbe qui est tirée donc, de l'article de 1912 d'Henrietta Leavitt, donc, qui a suivi ce premier article de 1908, où elle a tracé donc, la magnitude photographique, donc la luminosité apparente, si vous voulez, de ces étoiles-là, en fonction de la période. Et ici, elle a tracé le maximum de lumière et le minimum de lumière. Donc elle a représenté tout à fait clairement que le logarithme de la période est lié à la magnitude photographique par une relation linéaire. Donc si on représente la relation moyenne, hein, donc typiquement la magnitude moyenne de l'étoile, on a cette relation période-luminosité, hein, donc, qui a été établie en 1912. Et c'est intéressant de comparer avec une calibration plus récente, un étalonnage plus récent, donc de 2007 hein, par Fouquet, qui montre qu'elle était déjà pas très loin d'une calibration tout à fait précise. Hein, donc c'était un très beau travail. Elle avait simplement une petite contamination dans ce domaine-là de période par d'autres types d'étoiles que des céphéides classiques, et ça explique ce petit changement de pente. Mais globalement, le travail était tout à fait excellent. Alors, ce qui est important maintenant, c'est d'étalonner cette relation. Alors, l'étalonnage va consister à déterminer non plus la magnitude apparente hein, des étoiles, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais la magnitude absolue, la luminosité intrinsèque des céphéides correspondant à une certaine période. Parce que je vous ai montré dans le tableau donc, que 5 jours de période correspond à 1000 luminosités solaires, mais pour avoir cette relation-là, il faut l'étalonner. Alors, c'est déjà un étalonnage que j'ai utilisé, mais pour l'étalonner avec une grande précision, disons de l'ordre du %, il faut disons, mesurer la distance d'un certain nombre de céphéides avec une précision de l'ordre de 1%,
par une méthode qui n'est pas la relation période-luminosité, bien sûr, puisque c'est celle qu'on cherche à étalonner. Donc voilà, par exemple, une relation période-luminosité donc étalonnée, avec ici la magnitude absolue, ici le logarithme de la période. Donc l'idée de cet étalonnage, c'est de trouver, par exemple, la magnitude absolue qui est représentée ici, la magnitude absolue, par exemple ici, moins 5,7, d'une céphéide de période 10 jours, dont le logarithme de p est égal à 1. Voilà. Donc ça revient à trouver la distance d'une manière géométrique ou par d'autres techniques d'une céphéide, d'un certain nombre de céphéides pour avoir la position verticale de cette courbe-là dans le diagramme. Alors pour ce faire, donc, je vais vous présenter 3 techniques que j'ai utilisées. La première, c'est la parallaxe de la pulsation, comme je vous le disais, basée sur l'interférométrie et la spectroscopie. La deuxième, c'est l'étude des échos de lumière de la céphéide RS-Poup. La troisième, c'est l'étude d'une céphéide binaire donc dans notre galaxie. Alors la parallaxe de la pulsation, c'est une technique qui permet de déterminer le rayon et la distance d'une étoile pulsante simultanément. Alors c'est une technique qui est tout à fait, comment dire, qui est intelligente, qui a été, disons, une invention tout à fait importante. Elle est basée sur 2 types de mesures. Le premier type de mesure, c'est de la vélocimétrie radiale. Donc on réalise de la spectroscopie, on prend des spectres des étoiles pulsantes dont on souhaite déterminer la distance. Donc on obtient donc des spectres qui ressemblent à ça, avec des raies sombres sur un fond de continuum. Et on détermine comme ceci la vitesse radiale de la surface de l'étoile, simplement par décalage Doppler. Si la surface s'approche de nous, elle va être décalée vers le bleu. Si elle s'éloigne de nous, ça va être décalé vers le rouge. Le deuxième type de mesure, ce sont des mesures de taille angulaire par interférométrie. Donc, pourquoi par interférométrie? Parce que c'est la seule technique qui permette actuellement de mesurer la taille angulaire d'étoiles, qui est une taille très petite, de manière directe. Donc, on obtient donc ces 2 types de mesures. Alors, le premier type, c'est de la spectroscopie. Donc, voilà un exemple de série de spectres qu'on peut obtenir sur une céphéide. Et plus exactement, c'est un détail du spectre d'une céphéide qui s'appelle bêta d'or, sur lequel on a isolé une raie particulière, c'est une raie du fer, bon, ça pourrait être une autre, et on voit que cette raie, au cours du temps, qui s'écoule du haut vers le bas du diagramme, au cours du temps, cette raie est décalée d'abord vers le bleu, ensuite vers le rouge, et ensuite à nouveau vers le bleu. Donc on voit vraiment la variation Doppler de la surface qui s'éloigne de nous, qui s'approche de nous. Voilà, donc si on fait une petite animation, donc on voit ici l'étoile se rapproche de nous, et puis elle s'éloigne quand elle se contracte, et puis elle se rapproche de nous quand elle s'étend, se gonfle. Voilà. Donc on obtient à partir de cette série d'observations une courbe qui est ici représentée en bleu, qui est l'évolution de la vitesse radiale de l'étoile en fonction du temps. Donc voilà, une vitesse radiale en kilomètres par seconde en fonction du temps. Donc à partir de cette courbe-là, donc de vitesse radiale en fonction du temps, on peut réaliser une intégration de cette courbe. Donc on somme les différentes valeurs de vitesse radiale en fonction du temps. Et on obtient, en réalisant cette intégration-là, la variation de rayon linéaire de l'étoile à n'importe quel moment de son cycle de pulsation. Donc on réalise cette intégration, on obtient la variation de rayon. J'ai représenté ici par exemple une courbe de variation de rayon d'une céphéide classique. On voit ici la variation au cours du temps, donc, par rapport à un rayon de référence qui est marqué ici à 0. L'étoile va s'agrandir de 4 rayons solaires, puis ensuite se contracter jusqu'à moins 4 rayons solaires par rapport au diamètre moyen, au rayon moyen, disons. Alors il y a un facteur ici qui est le facteur P. Alors ce facteur P s'appelle le facteur de projection. C'est un coefficient qui sert à convertir la vitesse radiale, qui est une mesure intégrée sur le disque de l'étoile. Quand on fait de la spectroscopie, on prend tout le disque de l'étoile, donc le centre qui s'approche vers nous et qui s'éloigne à vitesse maximum, si vous voulez, mais aussi les bords qui s'éloignent à vitesse projetée moins importante du fait simplement de la géométrie sphérique de l'étoile. Donc ce facteur de projection sert à corriger la vitesse radiale des effets géométriques, de l'assombrissement centre-bord de l'étoile, de différents phénomènes physiques. Et ce facteur-là, il vaut à peu près 1,3.
Alors c'est un facteur qui a été mesuré donc, sur delta Céphéi, qui est le prototype des céphéides, donc grâce à de l'interférométrie, ou qui est aussi tiré de modèles. Hein, donc c'est un facteur à prendre en compte dans l'intégration. Le deuxième type de mesure, c'est l'interférométrie. Alors l'interférométrie, bon, c'est dans son utilisation la plus simple, hein, qui est la mesure simplement de la taille angulaire de l'étoile. Donc on obtient, en réalisant des mesures de taille de la céphéide au cours du temps, on obtient différentes mesures hein, qui sont représentées ici par les points noirs. Et puis on peut faire passer donc, la courbe de variation de taille de l'étoile par ces points-là. Donc la mesure, ben, c'est simplement voilà, une mesure de la taille maximum, minimum, et puis donc de la variation au cours du temps de la taille de l'étoile. Donc ici, on a son diamètre angulaire maximum, son diamètre angulaire minimum au cours de son cycle de variation. Et donc, au final, ce qu'on tire de ces mesures interférométriques, c'est l'amplitude, si vous voulez, de la variation de diamètre angulaire de l'étoile. Donc lorsqu'on a ces deux observations donc, réalisées, spectroscopie et interférométrie, on peut avoir de ces mesures-là directement l'amplitude linéaire de la variation de taille de la céphéide, ici, hein, à partir de l'intégration de la vitesse radiale. Et d'autre part, on peut avoir la variation angulaire de taille de l'étoile. Et évidemment, la distance, hein, c'est le rapport entre la variation linéaire et la variation angulaire de taille de l'étoile. C'est géométriquement, si vous voulez. Voilà, donc la distance est donnée par le rapport de ces deux courbes-là, si on veut, et ça nous donne directement la distance. Alors, il intervient encore un autre facteur dans cette relation-là, le facteur K. Alors, le facteur K, c'est une caractérisation de l'assombrissement centre-bord de l'étoile, parce que quand on réalise une mesure interférométrique, on a besoin de corriger de l'effet de l'assombrissement centre-bord, mais en réalité, cet effet-là, il est très faible, parce qu'on réalise des mesures en infrarouge, où l'assombrissement centre-bord de l'étoile est quand même très faible. On a à peu près un coefficient de 0,98, donc est très près de 1, donc l'effet est assez faible. Voilà, donc un premier exemple d'application réelle donc, de cette méthode, la parallaxe de la pulsation, sur delta Céphéi. Donc voici des mesures réelles donc, réalisées en spectroscopie, donc la vitesse radiale de l'étoile, hein, donc une série de spectres, hein, réalisé sur cette étoile-là. Donc il y a une période d'à peu près 5 jours, hein, si je me souviens bien. Donc on voit les mesures, on voit la courbe d'interpolation de ces vitesses radiales. Donc on peut réaliser une intégration de cette courbe-là, hein, donc qui est interpolée sur les mesures de vitesse radiale, et ça nous donne la forme de la courbe qui est représentée ici, qui passe par les points de mesure interférométriques. Donc, ces points de mesure interférométriques ont été obtenus avec l'interféromètre Chara, qui est aux États-Unis, et on voit très bien la variation de taille de l'étoile au cours du temps avec une très bonne précision. On voit également que la taille de cette céphéide-là, elle est quand même pas très grande, hein, puisqu'elle fait seulement 1,5 millisecondes d'angle hein, de taille angulaire, donc c'est une taille qui est très très petite. Hein. Ça correspondrait à peu près à une balle de tennis à la distance de New York, donc c'est vraiment pas très grand. Mais on arrive à bien le mesurer quand même. Et en combinant donc ces deux types de mesures, comme j'ai expliqué précédemment, on obtient une distance de 275 parsecs avec une incertitude statistique de 2%. Donc c'est une très très bonne mesure. De même, on obtient son rayon avec également une incertitude de 2%. Simplement, ces erreurs-là sont des erreurs aléatoires, statistiques. Mais il y a des erreurs malheureusement systématiques, notamment sur le facteur de projection, le P-facteur, hein, qui sert à convertir les vitesses radiales en vitesse de surface, en vitesse photosphérique. Elle s'élève à peu près 4%. Donc on est encore limité à peu près 4% d'incertitude sur ce type de mesure. Mais on travaille à l'améliorer actuellement. Voilà un autre exemple sur une céphéide de plus longue période qui s'appelle LCAR, hein, qui a une période de 35 jours. Donc elle est nettement plus grosse. Hein. Donc on voit ici les mesures interférométriques de variation de sa taille angulaire. Ici elle est un peu plus grande que delta Céphéi puisqu'elle fait à peu près 3 millisecondes d'angle. Et on obtient une distance de 566 parsecs, alors toujours limitée à peu près 4% d'incertitude systématique et un rayon de 180 de rayons solaires. Voilà un troisième exemple donc sur la céphéide YOFF. Alors YOFF, c'est une céphéide un petit peu différente, enfin
c'est que ça reste une céphéide, bien sûr, mais elle a une forme de courbe de variation de taille qui est très proche d'une sinusoïde. Donc on parle de S-céphéide, hein, sinusoïdale. Donc on a mesuré, pareil, la taille angulaire de cette étoile au cours de son cycle de variation, et on a pu ajuster la courbe intégrée de la vitesse radiale, hein, donc la vitesse radiale qui a été mesurée par ailleurs. Donc voici les mesures de vitesse radiale. Et on peut en déduire la distance, hein, donc 472 parsec, hein, plus ou moins 18, donc pareil, plus ou moins 4%, en supposant donc un facteur de projection et un certain assombrissement centre-bord. Voilà, donc on a réalisé ce type de mesure sur à peu près une quinzaine d'étoiles céphéides, donc on commence à avoir un échantillon assez significatif pour contraindre l'étalonnage de la relation période-luminosité. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur l'évolution de l'étude des céphéides par interférométrie. C'est un domaine qui est intéressant parce qu'il caractérise bien l'évolution de cette technique d'observation, donc l'interférométrie, depuis les premières observations, donc, qui sont représentées ici de la céphéide delta Céphée par Denis Mourard, donc, qui avait observé delta Céphée avec le GI2T, un interféromètre en France. Donc, il a obtenu les points de mesure de visibilité des franges qui sont représentés ici. Et on voit ici sur la courbe la variation de visibilité qui est attendue de la pulsation de l'étoile, de la variation de taille de l'étoile. Donc on voit que les points de mesure, compte tenu de leur barre d'erreur, ne montrent pas de manière claire la variation de l'étoile encore. Mais si on regarde bien, en fait, les points suivent quand même la courbe et les barres d'erreur ici sont apparemment un peu surestimées. Donc il y avait déjà presque une détection à cette époque-là de la variation de delta Céphée. La première vraie détection de la variation de taille angulaire d'une céphéide, c'est Ben Lane et al. En 2002, donc, qui ont observé l'étoile Zeta Geminorum. Donc ils ont vu la variation de manière tout à fait claire. Donc c'était la première fois qu'on voyait la variation d'une céphéide, disons, angulairement. Les observations de delta Céphée, hein, dont j'ai parlé un petit peu précédemment par l'interféromètre Chara. Donc là, on voyait vraiment un gain déjà très significatif même par rapport à cette courbe-là, mais aussi par cette courbe-là, au niveau de la qualité de la détection et de la précision de la mesure. Et puis dernièrement, donc c'est une mesure qui n'est pas encore publiée, on a des mesures de la céphéide Eta Aquilée qui sont d'une précision extraordinaire, hein, puisque les barres d'erreur sont dans les points, là, donc on a une mesure qui est extrêmement précise. Ce type de mesure, hein, cette qualité de mesure permet d'avoir la distance d'Eta Aquilée du point de vue statistique avec une erreur de 0,3%. Donc c'est une mesure d'une précision extraordinaire, malheureusement limitée encore par des erreurs systématiques relativement importantes. Voilà, donc je vais passer maintenant à une autre technique de mesure de distance, un peu plus spécifique dans le sens où elle s'applique à une seule céphéide, hein, pour l'instant. C'est l'étude des échos de lumière. Alors les échos de lumière, je vais représenter un exemple de ce que c'est, hein, sur cette image que j'ai tirée du site internet du HST, hein, du STSCI. Alors c'est une observation d'une étoile éruptive, extrêmement violente, hein, cataclysmique même, l'étoile V838 MON. Alors c'est une étoile qui a eu une éruption extrêmement forte, hein, pratiquement une supernova ou une nova très forte, et donc elle a augmenté de luminosité très brutalement. C'était début 2002, et on a pu observer avec le télescope Hubble la propagation de ce sursaut de lumière dans l'espace autour de l'étoile et sa réflexion, disons, sur la poussière qui entourait l'étoile. Donc on voit ici en 2002, en mai, en septembre, en octobre, en décembre et ensuite en février 2004, la propagation, disons, du sursaut de lumière de l'étoile dans l'espace environnant l'étoile. Donc ça, c'est un exemple d'écho de lumière autour d'une étoile donc, qui a eu une éruption très violente. Alors il y a un petit film qui a été fait en interpolant ces images-là, donc ça représente ce qu'on verrait si on pouvait observer de manière continue la propagation de l'écho de lumière. Donc c'est simplement la lumière partie de l'étoile se réfléchit sur la poussière entourant l'étoile et nous arrive avec un certain retard, hein, du fait du trajet supplémentaire. Donc on observe cette propagation dans le milieu entourant l'étoile. Voilà. Donc il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur la structure du milieu interstellaire, donc les trous dans la poussière, etc. Voilà. Et ça, c'est un très bel exemple d'écho de lumière. Un autre exemple,
c'est celui de l'écho de la supernova 1987A, donc, qui a été observé donc, par l'équipe du programme EROS. Hein. Donc ici, c'est le lieu de la supernova, ici, qui a eu lieu donc, en 1987. Et ici, on voit la date, hein, donc, qui commence en 1996, donc pratiquement 10 ans après l'explosion de la supernova. Et on voit se propager les échos de lumière donc, de l'explosion de la supernova 1987 dans le milieu interstellaire du nuage de Magellan. Donc c'est vraiment très joli parce qu'on le voit sur des années après l'explosion. On peut voir se propager cet écho dans l'espace après l'explosion de la supernova. Encore plus ancien, on a observé l'écho de la supernova de Tycho, hein, qui a eu lieu en 1572, dans l'espace, hein, sur la poussière interstellaire. Donc il a pu être mis en évidence, hein, la propagation de cet écho de lumière, hein, en fonction du temps par 2 observations séparées temporellement. Et on voit la propagation de l'écho, hein, sur ces images qui sont la soustraction en fait, de 2 époques différentes. On voit l'apparition de l'écho de lumière donc, qui se propage dans cette direction-là à partir de cette explosion donc, qui a eu lieu il y a quand même presque 5 siècles. Voilà. Donc, pour revenir donc, sur le principe des échos de lumière, il est assez simple. On a une variation d'une étoile, d'un objet, une supernova, qui va envoyer un sursaut de lumière dans l'espace. Cet sursaut de lumière va nous arriver directement d'abord de l'étoile, et puis va nous arriver avec un certain retard, après réflexion sur un nuage de poussière, par exemple, interstellaire. Et on va observer un retard entre la variation de l'objet principal et la variation de la poussière qui réfléchit la variation en question. Alors, c'est un problème géométrique assez intéressant, pas complètement intuitif, mais quand même assez intéressant. En fait, la géométrie des échos de lumière, c'est quelque chose de différent d'un caillou qui tombe dans l'eau, par exemple. Si vous jetez un caillou dans une mare, vous allez voir des ronds hein, qui se propagent, hein, simplement, du fait de la propagation de l'onde mécanique, disons, sur l'eau, sur la surface de l'eau. Les échos de lumière, c'est un peu différent parce que, en fait, ce sont des échos de retard de propagation. Donc, la géométrie, ça ne va pas être des ronds, ça ne va pas être des cercles qui se propagent autour de l'étoile, mais ça va être, en fait, l'intersection de paraboloïdes de révolution avec le milieu entourant l'étoile. Pourquoi de paraboloïdes? Simplement parce que ce sont des surfaces qui correspondent à une durée de trajet identique entre l'étoile source, la poussière diffusante et la Terre. Et cette surface-là, en fait, géométriquement, c'est un ellipsoïde de révolution très très allongé, hein, donc qui s'approche énormément d'une paraboloïde. Donc on peut approximer par un paraboloïde de révolution dont la source de l'écho est un foyer. Et donc on a cette géométrie-là. Donc ce qu'on va voir dans l'écho, ce n'est pas un rond, ce n'est pas une sphère qui se propage dans le milieu interstellaire, mais c'est plutôt une paraboloïde qui s'ouvre dans l'espace. C'est un peu la difficulté intuitive à se représenter. Ce n'est pas une sphère qui grossit, c'est un paraboloïde qui s'ouvre et qui se propage. Donc c'est un peu complexe. Une autre chose, c'est qu'un écho de lumière, ça va dépendre de la position de la source et de la position de l'observateur également. Donc c'est quelque chose qui change hein, selon qu'on regarde. S'il y a d'autres extraterrestres qui regardent une explosion de supernova, ils ne vont pas voir les mêmes échos que nous. Voilà. Alors, dans le cas de RS-Poup, les échos de lumière ils sont intéressants parce qu'ils sont périodiques. Ils sont là en permanence, contrairement aux supernovae et à V838 MON que j'ai présenté, qui, elles, c'est une éruption et puis après, il n'y en a pas d'autres. L'écho se propage, mais il n'y a pas d'autres échos. Dans le cas de RS-Poupis, c'est une céphéide, donc c'est une céphéide dont la luminosité varie périodiquement. Alors, RS-Poup, elle est située ici au milieu de l'image, derrière cette bande noire qui sert à cacher la luminosité de l'étoile. Et elle est entourée d'une nébuleuse de poussière hein, qu'on voit ici, qui diffuse la lumière de la céphéide. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas particulier, c'est qu'évidemment, la céphéide change de luminosité, hein, c'est une étoile variable, elle change de luminosité avec une période de 41 jours. Donc, on peut observer la propagation des maxima de lumière de la céphéide dans la poussière
sous la forme d'échos de lumière, hein, un peu comme ce qu'on voit avec les supernovae. Simplement, là, c'est vraiment quelque chose de périodique. Donc on peut réaliser un petit film qui montre l'évolution de l'aspect de la nébuleuse en fonction du temps. Hein. On a observé cette étoile-là sur une période de à peu près 2 mois, et on a pu voir la nébuleuse changer d'aspect simplement par la propagation des échos de lumière de la variation de l'étoile centrale. Donc on voit ici l'étoile qui devient plus ou moins brillante, on voit la taille du halo qui grossit, et puis on voit ici la propagation donc, des échos de lumière dans la poussière autour de l'étoile. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très, très joli et spectaculaire, parce qu'il est là en permanence et on observe vraiment plein d'échos de lumière. Voilà, il y en a là, on peut en observer au moins une dizaine dans la poussière autour de l'étoile, hein, c'est-à-dire sur une période de plus d'1 an. Les échos qui sont ici correspondent à de la lumière qui est partie de l'étoile 1 an avant. Voilà. Donc si on normalise l'image par une image moyenne, on peut voir un petit peu mieux les échos, hein, c'est-à-dire qu'on efface les variations de densité de la nébuleuse et on observe voilà, juste les échos, donc on voit la propagation de ces maxima. Alors je ne sais pas si vous vous représentez d'ailleurs la géométrie, on voit bien ici que l'espacement entre 2 maxima ici près de l'étoile est plus grand qu'au bord ici. Et c'est dû au fait que justement on n'a pas une sphère qui grossit, mais on a une paraboloïde qui s'ouvre. Donc en fait il faut imaginer qu'on a des paraboloïdes qui s'ouvrent comme ceci en fonction du temps, du fait de la géométrie de l'écho. Voilà, donc on a observé cette étoile-là et on a pu déterminer donc, pour différents points de la nébuleuse, donc ici on a l'étoile et on a des points de la nébuleuse diffusant la lumière, on peut mesurer, par exemple pour ce point-là, le point numéro 6, on peut mesurer le retard entre le retard de phase entre la variation de la céphéide et la variation de ce point-là de la nébuleuse. Donc ici, on a mesuré, par exemple, 0,207 de retard de phase, hein, donc ça fait à peu près 0,8 jours, presque une journée de retard de phase entre l'étoile et ce point de la nébuleuse. Voilà, donc on peut faire un ajustement de la courbe de l'étoile, puisque la variation locale de la nébuleuse, c'est la même forme que la variation de l'étoile, simplement avec un retard. Voilà. Donc on a pu faire cette mesure-là sur l'ensemble de la nébuleuse et calculer le retard de phase donc, de tous les points de la nébuleuse. Et on voit ici, sur ce tracé en couleur, le retard de phase. Alors le codage en couleur, ça va du bleu foncé au jaune clair, et ça va d'un retard de phase de 0 jusqu'à un retard de phase de 1. Donc on voit qu'ici, il y a un saut de phase, simplement parce que le retard devient supérieur à la période de variation de l'étoile. Voilà, donc on a pu construire cette carte de variation de retard de phase. Juste un point sur la géométrie. Donc ce qu'on mesure, c'est le retard de phase entre la variation donc, de l'étoile ici et la variation d'un point dans le nuage de poussière qu'on représente ici comme une couche diffusante de poussière, représentée ici. Donc ça correspond au temps de trajet entre l'étoile et cet élément diffusant dans la poussière. Donc ce temps de trajet supplémentaire par rapport à la ligne droite directe. Donc si vous voulez, c'est la différence entre le vecteur petit r ici et l'altitude grand Z du point par rapport au plan du ciel au niveau de RS-Poup. Si vous voulez, la lumière qui nous vient directement de RS-Poup fait juste ce chemin-là, le chemin grand Z. La lumière qui est réfléchie par la poussière fait le chemin petit r qui est plus grand que Z. Donc c'est ce qui explique le retard. Et le retard qu'on observe, ça correspond à la différence petit r moins grand Z divisé par la vitesse de la lumière. Voilà. Donc c'est ce retard-là qu'on observe. Alors on peut remonter à la distance de l'étoile si on connaît la géométrie de la couche ici diffusante de la poussière. C'est-à-dire qu'on a une dégénérescence entre la position de la couche diffusante par rapport à l'étoile et la distance de l'étoile. Donc en théorie, et comme on connaît très bien la vitesse de la lumière, on peut utiliser cette propagation des échos de lumière dans la nébuleuse comme unité de mesure de la distance de l'étoile, puisqu'on sait leur taille angulaire, on sait avec quelle vitesse ils se propagent. Simplement, l'inconnu, c'est la distance entre la couche ici diffusante de poussière et l'étoile.
Donc ça, c'est une inconnue qu'il faut lever, qu'il faut mesurer pour pouvoir accéder à la distance de l'étoile. Pour ce faire, on utilise des mesures polarimétriques. Pourquoi? Parce que la lumière qui est diffusée par la poussière autour de l'étoile, elle acquiert une certaine polarisation linéaire lors de sa diffusion. Et le taux de polarisation, de la lumière donc diffusée, dépend de l'angle de diffusion de la poussière. Donc si pour un angle de diffusion de 0, c'est-à-dire la poussière est dans l'axe entre l'étoile et l'observateur, on a un taux de polarisation de 0. Si la poussière diffuse à 90 degrés, c'est-à-dire si elle est dans le même plan du ciel que l'étoile, à ce moment-là, on a un taux de polarisation qui atteint, en théorie, 100%. En réalité, c'est 50% le maximum de polarisation qu'on peut observer. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'en mesurant le taux de polarisation ici, on peut remonter à l'angle ici de diffusion θ qui est représenté ici. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mesuré le taux de polarisation de la lumière diffusée par la nébuleuse. Donc, grâce à des mesures faites avec le VLT, donc au Chili, on a pu mesurer le taux de polarisation de la nébuleuse qui est représenté ici en couleur. Le taux le plus élevé étant en jaune, le taux le plus faible étant en bleu. Donc on voit qu'ici le taux de polarisation est faible parce que la lumière est peu déviée par la poussière. Ici le taux de polarisation est très élevé parce qu'on a une diffusion à 90 degrés pratiquement. Voilà, donc on a obtenu cette carte-là. Et donc on peut, grâce à cette carte-là, on peut remonter à la valeur de grand Z, c'est-à-dire l'altitude de la couche de poussière diffusante par rapport au plan du ciel au niveau de la céphéide RS-Poup. Alors cette altitude, elle est mesurée en parsec ici, donc là l'échelle va de 0,2 à 1 parsec, et on voit ici l'altitude des différentes zones de la nébuleuse par rapport à l'étoile elle-même, considérée comme la référence. Donc on voit qu'ici il y a des zones qui sont proches du plan du ciel, donc ici en bleu, à peu près à la même distance que la céphéide, et puis d'autres qui sont plus proches de nous, ici en blanc, qui sont 1 parsec plus haut que l'étoile. Il faut savoir que RS-Poup elle est à peu près à 2000 parsecs, donc ce sont des variations à une petite échelle par rapport à la distance de l'étoile. Alors une chose qu'on peut déduire aussi, c'est un peu un à côté, on peut déterminer la géométrie complète de la couche de poussière, la densité de poussière et estimer sa masse totale. Et ici on a pu estimer que la masse totale de la nébuleuse de poussière c'est à peu près 3 masses solaires. Ce qui peut paraître pas énorme, mais en réalité c'est très très grand. C'est une énorme masse parce qu'il s'agit de la poussière uniquement. On pense que la masse totale, en incluant le gaz, donc qui est différent de la poussière, est d'à peu près 300 masses solaires. Donc c'est un nuage de gaz et de poussière qui est tout à fait important. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours. On a fait cette carte-là. On n'a pas encore été jusqu'à mesurer la distance parce qu'on a obtenu des observations supplémentaires avec le télescope Hubble de la nébuleuse. Alors évidemment, le télescope Hubble fait des très très belles images puisqu'il n'y a pas de problème de seeing. Et donc on voit ici une image de la nébuleuse de RS-Poup prise avec le télescope Hubble dont on va tirer la distance de RS-Poup avec comme objectif une distance à 1% près de cette étoile-là. Voilà. Donc alors sur cette image-là, c'est intéressant, je ne sais pas si peut-être vous le voyez. Il y a des cercles bleus. Je sais pas, ici, vous voyez peut-être, il y a un cercle bleu. Ça fait comme une cible un petit peu, avec des cercles légèrement bleus, ici et là. C'est assez subtil. Mais ces cercles bleus, en fait, ce sont les échos de lumière de la céphéide, et plus exactement, ce sont des échos de couleur. Parce que la céphéide, quand elle change de luminosité, elle change aussi de température, donc elle change légèrement de couleur, et on voit ici les échos de variation de couleur de l'étoile. Donc c'est vraiment des très très jolies observations de cet objet tout à fait particulier. Voilà, donc on espère que ça va aboutir très rapidement. Alors, une troisième méthode de mesure de distance de céphéides, alors c'est une mesure qui est plus classique, parce qu'elle s'applique aussi à d'autres types d'étoiles que des céphéides, c'est d'utiliser une céphéide dans un système binaire, dans une étoile céphéide membre d'un système binaire. Alors, les systèmes binaires, classiquement, si on mesure leur orbite, qu'on mesure leur vitesse radiale avec précision, on peut déterminer leur distance également avec une grande précision. Donc c'est évidemment très intéressant dans le cas des céphéides. Avec une petite difficulté, c'est que les céphéides, ce sont des étoiles très brillantes
Et du coup, les compagnons, qui eux ne sont pas des céphéides en général, sont beaucoup plus faibles et donc difficiles à détecter. Et on connaît seulement une vingtaine de céphéides dans des systèmes binaires, hein, donc à peu près une vingtaine, dont un des membres est une céphéide et l'autre est une étoile naine, en général une étoile naine assez chaude de la séquence principale, avec une petite difficulté quand même, c'est que la plupart de ces systèmes donc, contenant des céphéides ne sont pas résolus du tout, c'est-à-dire qu'on a juste détecté la présence du compagnon par sa contribution photométrique, donc dans le spectre combiné des deux étoiles, mais on n'a pas résolu le système, on n'a pas mesuré l'orbite du système, donc on ne peut pas vraiment en tirer la distance, on manque une observable pour tirer la distance. Ou alors, on a dans certains cas une céphéide avec un compagnon qui est résolu, donc on voit séparé dans un télescope, avec simplement la difficulté, c'est qu'on parle de périodes orbitales de siècles ou de millénaires, donc soit on attend très très longtemps pour mesurer correctement l'orbite, soit on ne peut pas les utiliser pour mesurer les distances. Donc, si vous voulez, on avait ce cas un peu inconfortable, où on a des étoiles non résolues ou des étoiles avec des périodes de siècles ou de millénaires, et finalement, aucune d'entre elles n'est utilisable pour mesurer des distances par la méthode des binaires. Jusqu'à ce qu'on observe en 2012 une céphéide, donc V1334 SIG, pour laquelle la présence d'un compagnon est connue hein, par sa contribution photométrique, mais on a pu pour la première fois le résoudre, donc observer ce compagnon de manière distincte de l'étoile céphéide. Et donc voici les observations donc, qui ont été réalisées avec l'interféromètre Chara. C'est un système à 6 télescopes. Donc on recombine la lumière de 6 télescopes avec des bases, des séparations maximales de 330 mètres. Donc c'est un instrument un grand instrument, grand interféromètre, qui a permis de détecter la présence donc, du compagnon de la céphéide. La céphéide est représentée ici au point A et le compagnon au point B. Donc c'est l'équivalent d'image, si vous voulez, qu'on aurait tiré de l'interféromètre, à deux époques différentes, donc en juillet 2012 et en octobre 2012. Et entre ces deux époques, on voit se déplacer le compagnon B sur son orbite. Hein. Donc on sait que c'est bien le compagnon de la céphéide. Et on le sait parce qu'on a reconstruit, grâce à ces deux mesures-là, son orbite apparente autour de l'étoile A, enfin autour de leur centre de gravité commun, si vous voulez. Elles tournent toutes les deux autour de leur centre de gravité. Mais ici, on a représenté l'orbite relative du compagnon par rapport à la céphéide représentée au point A. Alors on a bénéficié pour ce travail-là d'un long travail préalable qui a été fait par des spécialistes de spectroscopie qui ont observé pendant des dizaines d'années ce système-là et qui ont pu détecter la variation donc, de vitesse orbitale de la céphéide qui est induite par la présence du compagnon, ici, et également la variation pulsationnelle de la vitesse radiale de la céphéide, hein, avec une période qui est de 3 jours et demi, hein, je crois, de période. Et ici, la période orbitale est de 5,3 années. Donc ici, on a une variation assez lente et ici, on a une variation beaucoup plus rapide. Donc pour ce système-là, on a une orbite, on a une courbe de vitesse radiale, on peut presque déterminer la distance. En fait, on ne peut pas encore vraiment déterminer la distance parce qu'on a la vitesse orbitale de la céphéide et on a la trajectoire orbitale du compagnon. Mais on n'a pas la vitesse du compagnon ou la trajectoire de la céphéide. Il nous manque un des deux. En fait, il faudrait que pour une des deux étoiles, on ait les deux observations. Et pour l'instant, on n'a pas ces deux observations. Alors on a presque, si vous voulez, on a presque tout ce qu'il nous faut. Il nous manque juste soit la trajectoire orbitale de la céphéide A, soit soit la vitesse radiale du compagnon pour déterminer la distance. Et donc ceci, on l'a proposé donc, comme demande de temps d'observation au télescope Hubble avec l'instrument FGS. L'instrument FGS, c'est un interféromètre qui sert à faire de l'astrométrie et aussi accessoirement à stabiliser le télescope lors de ses longues pauses, pour déterminer cette fois-ci l'orbite astrométrique de la céphéide, c'est-à-dire son déplacement dans le ciel autour du centre de masse du système. Vous voyez, sur ce diagramme-là, c'est toujours une représentation de l'orbite du système, mais j'ai tracé séparément l'orbite du compagnon en vert et l'orbite de la céphéide en bleu autour de leur centre de masse.
Donc, ce qu'on a mesuré pour l'instant, c'est uniquement la position relative de la céphéide et du compagnon, enfin du compagnon autour de la céphéide. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est c'est le déplacement absolu, si on veut, de la céphéide dans le plan du ciel. Et ça, on va l'obtenir grâce aux mesures FGS, enfin, si on a le temps d'observation, puisque ces mesures-là vont nous donner cette position avec une précision qui est la taille des points rouges en fait, qu'on a ici. Donc on aura vraiment une très très belle orbite de la céphéide. Et grâce à cela, on va pouvoir déterminer, d'ici 2-3 ans, puisque le contenu de la période orbitale du système, on va pouvoir déterminer la distance et la masse également des deux étoiles à 1% près. Donc ça sera une autre technique, une autre addition, disons, pour l'étalonnage de cette relation période-luminosité des céphéides. Voilà, donc je vous ai présenté ces trois méthodes-là. Alors il y a plein d'autres méthodes, il y a des méthodes classiques, mais j'ai essayé de présenter ces méthodes qui sont un peu originales pour vous faire sentir qu'il y a quand même encore pas mal de choses qui sont possibles, qui sont, disons, intéressantes à faire sur les mesures de distance de ces objets-là. Par exemple, les résultats du télescope Planck, qui ont été publiés récemment, sont extraordinaires, vraiment de très très beaux résultats, et notamment ils sortent la constante de Hubble H0 à une valeur d'à peu près 67 km par seconde et par mégaparsec. Donc c'est une valeur qui est un peu faible. On trouve, grâce aux céphéides, on trouve une valeur qui est plutôt dans les 72, un peu plus de 72. Donc ici, il y a une petite différence qui est intéressante à explorer. Et pourquoi pas, ça pourrait provenir en partie d'un problème d'étalonnage des céphéides ou des supernovae de type 1A. Voilà, il y a des choses qui sont encore en mouvement. Voilà. Donc je vous remercie.